Ok, bon, bonjour à tous. Dans ce dernier cours aujourd'hui, je vais vous traiter du système lithium-soufre et je vais un peu suivre la même démarche que j'ai fait l'année dernière, le système lithium-air, où on va voir finalement l'analogie à ce système. La même démarche, je vais vous montrer d'abord le pourquoi de la technologie lithium-soufre, ensuite quels sont ses avantages et quelles sont les recherches actuelles en vue de son développement. Alors, dans cette technologie lithium-soufre, eh bien, je voudrais vous dire qu'il n'y a rien de bien nouveau non plus, puisque si on regarde dans l'histoire des batteries, eh bien, c'est certainement le système lithium-soufre qui a été le premier utilisé dans les années 1962. Vous voyez ici le premier brevet qui a été mentionné, où cette réaction a été mentionnée. Et là, c'est des systèmes à haute température. Et en 1969, comme vous pouvez voir ici, vous avez également le diagramme de Ragone qui vous trace directement la puissance en fonction de la densité d'énergie. Vous voyez le système lithium-soufre qui apparaît avec des systèmes comme le sodium-air et autres. D'où, comme vous pouvez voir, c'est une technologie qui est vieille de 50 ans et qui n'a pas encore été commercialisée. Alors la question est vraiment pourquoi et quel est l'intérêt pour ces systèmes lithium-soufre. Alors si on fait les calculs théoriques basés sur la réaction relativement simple, comme indiqué ici, vous avez un potentiel de 2,27 et vous allez avoir une énergie densité de 2567 Wh par kilo. Pour vous rappeler que le lithium-ion qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'était aux alentours de 340-350. Vous voyez qu'il y a un facteur 8. D'où cela, a priori, sur le papier, apparaît intéressant. Également, un autre aspect, c'est l'abondance. Et vous avez par exemple ici une pile de soufre qui provient tout simplement des sables bitumeux. C'est au Canada, au fort Murray, où dans ce cas, vous avez une quantité de soufre nécessaire qu'on pourrait utiliser pour faire, je dirais, des batteries pour le véhicule électrique. Et on pourrait, dans ce cas, alimenter plus de 100 millions de véhicules électriques. Bien sûr, si on arrivait à rendre cette technologie lithium-soufre correcte. Qu'en est-il? Eh bien, il y a eu des prototypes de cette technologie lithium-soufre. Vous avez la compagnie Sion Power qui, je dirais, depuis pas mal d'années, fait des prototypes, mais qui n'ont pas réellement été commercialisés, avec, comme vous le pouvez voir ici quand même, vous voyez, le théorique est de 2567 et, je dirais, le pratique de 380. Et malgré cela, la tenue en cyclage est relativement limitée à moins de 100 cycles. Et également, il va y avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de verrous, de challenges à lever, dont je les mentionne ici, la dissolution du soufre avec des espèces réduites de polysulfure. Vous allez avoir le caractère isolant du soufre et pas mal de difficultés que l'on va décrire en plus grand détail. Alors comment ce système lithium-soufre fonctionne? Vous avez ici la chimie de ce système, vous avez l'électrode négative de lithium avec l'électrode positive de soufre. Et durant la réduction, vous allez voir cette réaction indiquée ici, où vous allez tout simplement réduire le soufre par le lithium et former, vous voyez, ces espèces qu'on appelle ces polysulfures de longueur de chaîne différentes. Et lorsque vous regardez la courbe électrochimique, le potentiel en fonction de la capacité, vous avez directement cette forme dans laquelle au départ vous allez former ce polysulfure et au fur et à mesure que vous allez réduire, vous allez tout simplement abaisser un peu le potentiel et réduire la longueur des chaînes. Ce qui fait qu'on va avoir des systèmes comme indiqué ici, mais quelque chose qui est assez intéressant, c'est que finalement, ces polysulfures vont avoir, je dirais, des couleurs différentes, d'où des spectres à portions différentes, et on va se servir de cette propriété pour en comprendre les mécanismes. Alors bien sûr, par ce mécanisme de formation des polysulfures, il va dépendre, une fois de plus, des électrolytes, de leur stabilité, de leur polarité, des sels, et ainsi de suite, et je dirais toujours la même histoire dans les systèmes électrochimiques. Alors, quelle est la difficulté majeure dans ces systèmes ou dans les systèmes où la lithium-soufre? Eh bien, cette difficulté majeure est résumée sur transparent. Vous avez ici l'électrode de soufre, l'électrode de lithium, et lorsque la réduction, vous allez avoir ces polysulfures qui vont directement bouger vers la négative et vont être réduits chimiquement. C'est ce qu'on appelle une navette redox. Et ensuite, ils vont repartir oxyder directement à l'électrode positive. Et ça, c'est un navette redox, eh bien, c'est ce qui est responsable de cette capacité excédentaire que l'on va trouver en charge. Et c'est vraiment ce système, et c'est vraiment je dirais, ce redox shuttle qu'on appelle en anglais, qui va être, je dirais, primordial pour ces systèmes lithium-soufre. C'est-à-dire qu'il va falloir résoudre ce problème et trouver des moyens d'empêcher cette solubilité des polysulfures. Donc voilà, si vous voulez, l'élément majeur ici. Alors la question qu'on peut se poser,
au départ, et on verra par la suite, c'est quand est-ce que cette technologie lithium-soufre pourra être meilleure que la technologie lithium-ion et quelles seront les avancées. Et vous voyez ici, sur ce graphe, je trace la densité d'énergie volumique en fonction massique. Voilà lithium-soufre, voilà lithium-ion. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, on peut faire 305 par kilo. En volumique, ce n'est pas terrible, pour 80 cycles. Voilà où on en est au niveau lithium-ion. Donc par conséquent, il va y avoir, je dirais, des conditions essentielles. Vous verrez que durant cet exposé, qu'on peut atteindre 1000 cycles avec des chutes, je dirais, de 10 à 15%, mais, comme on peut voir ici, on va travailler avec de lithium aux alentours de 3 à 7 fois. On va utiliser un électrolyte 2 voire 3 fois et des charges d'électrodes qui vont être relativement faibles. Ce qui fait que finalement, on aura de faibles densités d'énergie. D'où les conditions pour être compétitives avec le lithium-ion, c'est indiqué ici. Une densité de courant qui va être supérieure à 7 mA par cm², une charge d'électrode, je dirais, aux environs de 7 mg, et des quantités d'électrolytes, vous allez voir ça, ce n'est pas évident, qui vont être aux alentours de 1,3 à 1,9 microlitres par microgramme. Donc voilà, si vous voulez, les challenges qu'on a. Et durant cet exposé, je vais tout simplement vous montrer, au niveau de la recherche, eh bien, les travaux ont évolué pour directement regarder ces différentes difficultés. Alors ce domaine, bien comme on peut voir, c'est un domaine qui est très actif. Les papiers qui ont été publiés, il y a plus, je dirais, de 1000 papiers qui ont été publiés il y a 18 mois. Il y a plus de 25 000 citations, donc par conséquent, pour faire un cours d'1 heure et de voir directement rassembler tous ces papiers, je dirais, c'est un travail. Et vous voyez ici, si on regarde maintenant la répartition, on voit un travail, je dirais, considérable sur la cathode, raison pour laquelle eh bien, je traiterai fortement de cela durant mon exposé, avec bien sûr les différents domaines qui ont marqué ici sur la caractérisation, le séparateur, et ainsi de suite. D'où mon exposé va être structuré de la façon suivante. Je vais tout simplement essayer de répondre aux failles de cette technologie. Tout d'abord, l'utilisation des réactifs, des polysulfures qui abaissent la conductivité de l'électrode et conduit à sa passivation. Adresser les problèmes, je dirais, de navette redox, dont je vous ai déjà mentionné. Tenir en considération qu'on va faire une réduction, eh bien, il va y avoir une augmentation de volume de 80%. Comment l'électrode va accepter cette variation de volume? Et enfin, le problème éternel, chaque fois que vous avez une électrode de lithium, eh bien, c'est le problème d'antrite qui va. D'où ces 4 points, si vous voulez, vont structurer le reste de ce cours. Alors bien sûr, on va regarder les mécanismes. Et pour regarder les mécanismes, il va falloir des outils de caractérisation et je vais vous montrer un peu les opérations qu'on va utiliser. Et je m'en servirai du moins un dans chaque exemple. On va tout d'abord profiter des spectres optiques pour faire tout simplement de la spectroscopie UV visible. On va utiliser des électrodes pour aller voir finalement caractériser ces polysulfures qui vont se former. Et puis on va avoir recours plus sophistiqué, des techniques, je dirais, de XANES, voire des techniques directement de résonance magnétique nucléaire, comme indiqué ici avec le lithium ou sur l'électrode positive et sur l'électrode négative. Voyons directement comment on va utiliser ces techniques et ce qu'on va apprendre. La première que je vous rapporte est l'utilisation de cellules à 4 voire 5 électrodes où on va tout simplement faire de la cyclovoltammétrie lorsqu'on va faire un accumulateur. Pour ce faire, eh bien, on va tout simplement regarder le pic de réduction qui finalement va correspondre à la quantité d'électrons nécessaires pour modifier directement mon polysulfure. C'est-à-dire on va tolérer la quantité de polysulfure. Nous on va intégrer ces pics au fur et à mesure qu'on va cycler. Et on va obtenir les points rouges, comme vous voyez ici, qui vont directement montrer des maximums de solubilité. C'est la solubilité des polysulfures. Pour vous montrer ce qu'on peut faire de ces courbes, eh bien, je vais montrer une manip identique dans laquelle on va changer d'électrolyte. On va être passé d'une méthylsulfone à, dans ce cas, une tétraméthylsulfone. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on perçoit que finalement, la quantité d'espèces, c'est-à-dire le courant qui passe, vous voyez que aux alentours de 2 et ici aux alentours de 1,8, est relativement le même. Donc ça veut dire qu'on a, je dirais, une solubilité relativement identique. La seule différence, c'est que dans un cas, vous avez un pic, alors qu'en ce cas, vous avez une descente. Cela veut tout simplement dire qu'il y a une diffusion différente des polysulfures dans les différents électrolytes. D'où ces informations, je dirais, seront très importantes par la suite. Ensuite, on peut faire la même chose au niveau, je dirais, optique, puisque vous avez mentionné qu'il y a un changement de couleur
lors de la réduction du soufre en polysulfure. Et bien dans ce cas, là aussi, on va tout simplement faire ces spectres directement optiques, UV visibles, dans lesquels on aperçoit dans ce cas, je dirais, des maximums, qui correspondent à des maximales, et on va prendre la dérivée pour obtenir ces pics, et qui vont nous permettre de déterminer finalement la nature de ces polysulfures, c'est-à-dire la longueur des chaînes. Et on peut voir que finalement, lorsqu'on va changer la longueur d'onde, augmenter la longueur, eh bien, on va tout simplement avoir, dans ce cas, des chaînes longues et vice-versa. D'où, vous voyez, lorsqu'on va tout simplement balayer, on va pouvoir savoir les sulfures qui se forment, ou les polysulfures, et ainsi de suite. D'où c'est à partir de cela qu'on va étudier nos systèmes. Alors, on va étudier nos systèmes, et le premier point que je vais essayer d'adresser, vous allez voir, ça va prendre assez de temps, 25 minutes cet exposé, c'est comment travailler sur la cathode et essayer de limiter cette dissolution de polysulfure. Alors, dans ce cas, eh bien, on va tout avoir, je dirais, une ingénierie de surface. Vous allez avoir beaucoup d'innovations, où on va directement voir des approches physiques, ainsi que des approches chimiques. Dans les physiques, eh bien, une méthode qui va être utilisée, ou qui a été utilisée fortement, est ce que j'appellerais l'encapsulation et le confinement, dans lequel on va imprégner du soufre dans nos matrices carbone, et vous verrez ça par la suite. Ensuite, il y a une chimique, où on va directement regarder maintenant l'interaction entre le soufre et les oxydes de surface, ce que j'appellerais l'adsorption. Et ensuite, on va faire des réactions redox de surface qui seront intéressantes et qui vont rappeler, je dirais, les redox. Alors voyons, s'il vous plaît, maintenant, un exemple de chacun de ces cas. Le premier cas, c'est tout simplement l'approche physique, où on va entourer le soufre du carbone. Et on va pouvoir faire ça tout simplement par broyage mécanique. Ensuite, on va pouvoir faire ça par fusion. C'est-à-dire que dans ce cas, vous prenez un four, un tube, vous allez mettre du four, vous allez chauffer, et il va tout simplement à l'intérieur et solidifier à l'intérieur de cette structure mésoporeuse. Et une troisième méthode, qui va coupler, je dirais, solution et température, va consister maintenant à préparer des nanoparticules de soufre qu'on va ensuite enrober. Cette préparation, elle est de trois ordres. On peut jouer directement avec le disulfure de carbone, avec Na2S, ou alors la méthode la plus utilisée va être tout simplement réaction du thiosulfate de sodium avec le chlorhydrique, qui va tout simplement vous donner des nanoparticules de soufre. Et ces nanoparticules, eh bien, je pourrais les utiliser ensuite pour construire, je dirais, des objets d'électrodes et ainsi de suite. Bon, lorsqu'on fait cela, bien voilà une imprégnation d'un mésoporeux. Vous avez ici la courbe électrochimique et on peut effectivement dans ce cas qu'on peut obtenir une tenue en cyclage nettement meilleure en absence, je dirais, de ce confinement. On peut bien sûr effectuer cela et vous avez de nombreux papiers dans la littérature dans lesquels les chercheurs ont étudié toutes sortes de carbone. Vous avez des poudres de carbone, vous avez des carbones en tube, vous avez des carbones mésoporeux, des carbones des sphères creuses, et ainsi de suite, où ils ont infiltré tout simplement du soufre, de façon à ce que le soufre, par cet effet de confinement, ne puisse pas directement passer en solution et aller tout simplement, je dirais, augmenter la chute en capacité de vos matériaux. Alors ces approches, je dirais, sont intéressantes. Elles conduisent à des résultats, je dirais, légèrement meilleurs, parce que le carbone apporte une haute conductivité, mais dans ce cas, il faut que vous réalisez bien que le carbone est non polaire, d'où par conséquent, il ne va pas y avoir d'interaction entre le soufre et votre carbone qui est non polaire. Donc c'est plutôt, je dirais, des forces de capillarité qui vont tout simplement permettre de renfermer, de piéger le soufre à l'intérieur de cette porosité. Donc c'est la raison pour laquelle je mets ici le rapport entre polarité versus adhésion. Alors, eh bien, les chercheurs ont réalisé ce point, ils ont essayé d'introduire ensuite de la polarité. Raison pour laquelle eh bien, nous sommes passés à des oxydes. Et ces oxydes sont des oxydes bien particuliers, parce que c'est des structures ouvertes qui ont à la fois une composante, je dirais, inorganique, qui dans ce cas sont des octaèdres de CrO6, et une composante organique qui sont des ligandes de type benzène ou tricarboxylate. Et dans ce cas, la même chose, on va tout simplement par, je dirais, chauffage, eh bien, introduire le soufre à l'intérieur de ces cavités. Bien, si on fait cela, on va faire des matériaux, je dirais, imprégnés, que l'on peut comparer avec des zéolites du type SBA1 ou SBA15. D'ailleurs, zéolite qui est utilisé pour préparer des carbones mésoporeux
par la méthode replica. Et si on regarde finalement ces matériaux, eh si on regarde leur comportement en fonction du cyclage, eh bien vous apercevez que dans ce cas, il y a une tenue en cyclage qui n'est pas beaucoup améliorée, je dirais qui reste la même. Simple raison, c'est qu'effectivement, dans ce cas, on a un avantage au niveau polarité, mais n'oubliez pas que la plupart de ces composés sont tout simplement des isolants. Alors pour comprendre cela, eh bien, on a fait tout simplement des mesures de cyclovoltammétrie d'électrodes, dont je vais résumer les résultats ici. On a ici les trois différents matériaux, les oxydes, les MOF, on a dans ce cas, je dirais, des carbones et ici des éolites. Et vous voyez, là aussi, on a finalement la partie d'espèces ou la quantité d'espèces solubles des polysulfures au fur et à mesure des cyclages dans ces trois matériaux. Et si je regarde, comme je l'ai dit auparavant, l'intensité qui reflète directement la quantité de polysulfures qui ont été solubles, eh bien on s'aperçoit dans ce cas que la quantité est moindre dans le cas des MOF. Ça veut dire qu'on a une valeur de 3,9 mA/h comparée aux alentours de 9,2 ou 10 pour les autres. Donc ça veut dire qu'en ce cas, les MOF sont effectivement les plus attractifs au niveau du piégeage. Mais, comme vous pouvez voir, rappelez-vous le cyclage, on est loin, je dirais, d'être au maximum. Alors c'est la raison pour laquelle il y a eu d'autres études qui ont été poursuivies sur ces MOF, et notamment des MOF, comme indiqué ici, de nickel, à base de nickel. C'est le cas, eh bien, vous avez tout simplement des octaèdres de nickel, des chaînes de nickel, avec dans ce cas des ligandes qui sont de type benzène tribenzoate ou de type bipyridyle, qui vont, dans ce cas, constituer deux types de cavités. Vous avez ici les cavités, vous avez ces grosses boules en jaune, j'appellerai ça les cavités mésoporeuses, et avec ici en bleu, mes cavités microporeuses. Et si je regarde finalement l'environnement autour du nickel, comme vous pouvez voir ici, dans lequel vous avez ici les ligandes qui forment finalement deux sortes de pales analogues à un moulin, eh bien on s'aperçoit que si on regarde vraiment la connexion, eh bien on a tout simplement une liaison acide-base très forte. En effet, vous avez ici les orbitales remplies de votre atome de soufre qui joue le rôle directement de base de Lewis, qui va se combiner à votre nickel, le vide, qui sont l'acide Lewis. Et par ce fait, eh bien, on fait un piégeage, tout simplement, entre le soufre et le nickel. Et ce piégeage va directement permettre de retenir les polysulfures, raison pour laquelle, si maintenant on regarde en termes de cyclage, eh bien, vous voyez que la capacité, je dirais, en fonction du cyclage, a été améliorée, mais là aussi, vous pouvez voir deux courbes qui sont à des régimes différents. On s'aperçoit que là aussi, on a une amélioration de la tenue, mais la puissance reste faible pour la bonne et simple raison que dans ces composés, eh bien, on est limité par la conductivité électrique ou électronique. Et on va progresser dans ce domaine avec maintenant d'autres façons, je dirais, d'encapsuler ce soufre. Une autre façon, eh bien, est indiquée dans ce transparent où vous allez retrouver finalement l'astuce de départ. Vous avez le matériau mésoporeux dans lequel on carbone. Et maintenant, ce qu'ont fait les chercheurs, eh bien, ils ont mis, si je peux dire, une seconde enveloppe d'un polymère qui, dans ce cas, est du pédote. Donc, vous avez la formule ici, qui est un polymère qui est utilisé fortement en électronique. Et dans ce cas, eh bien, on peut, par ce confinement, à deux niveaux, augmenter les performances, mais là aussi, encore de façon légère. Ensuite, eh bien, il y a eu d'autres innovations, je dirais, en s'inspirant un peu de ce qui fait dans le domaine de la médecine, où des fois, on va utiliser des polymères conducteurs pour faire de la vectorisation, c'est-à-dire pour finalement déposer un médicament ou, dans ce cas, retirer, ainsi de suite. Et bien, dans ce cas, ce qu'ont fait les chercheurs, ils ont préparé des polymères, de la polyaniline, des tubes de polyaniline, qui ensuite, l'utilisation en présence de soufre, eh bien, on peut préparer, je dirais, ces matrices enchevêtrées, dans lesquelles vous allez avoir du soufre à l'état massif, mais vous allez également avoir des liaisons SS, ce qui fait que vous allez directement renforcer votre matrice et avoir un matériau, je dirais, très fortement enchevêtré avec une propriété mécanique intéressante. Et grâce à cela, bien là aussi, on peut augmenter, je dirais, cette tenue en cyclage. Mais vous voyez, on a toujours quand même, après 500 cycles, des pertes de 25% qui ne sont pas tolérables pour des applications. Et on peut aller ainsi d'autres méthodes. Et voilà une autre méthode encore qui, dans ce cas, on va regarder, je dirais, des composés dans lesquels on va faire des nanoparticules de soufre qu'on va
enrobé une matrice PVP. Cela est fait comme indiqué ici. On va tout d'abord préparer des vésicules, des micelles du polymère sur lequel on va les déposer à l'intérieur par cette réaction mentionnée au départ, réduction du thiosulfate par l'acide chlorhydrique, où le soufre va se déposer et on obtient finalement ces entités avec la couronne qui est finalement le polymère avec à l'intérieur. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, lors de la réaction, comme vous pouvez voir, on va piéger les polysulfures pour directement aller Li2S en rouge, avec bien sûr à l'intérieur une cavité pour, je dirais, l'électrolyte. Et là aussi, je dirais, c'est le domaine que je dirais maintenant complètement contrôlé par le matériau. Vous allez avoir un autre exemple dont je crois que vous avez mentionné dans le deuxième cours, où les gens ont fait la même chose au niveau inorganique. Et c'est ce que j'appellerais les nanoparticules de type jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans ce cas, on va préparer les nanoparticules de soufre, toujours la même méthode, que l'on va maintenant, je dirais, encapsuler dans, je dirais, une coque de titane, de TiO2. Et cela, on le fait par un processus. Et l'astuce ici, c'est que pour maintenant, je dirais, créer du vide, pour que le matériau puisse respirer, que l'électrolyte puisse rentrer, eh bien, on va faire une dissolution partielle par du disulfure de carbone. Ici, on obtient ces belles particules que l'on voit et qui ont une bonne capacité. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout ce qui se fait dans cette, je dirais, cette partie confinement et ainsi de suite. Alors maintenant, je vous ai parlé de cette approche confinement, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres approches qui ont été utilisées pour, une fois de plus, piéger tous ces polysulfures. Et vous voyez ici, toutes les publications, j'aurais pu faire la liste très longue, dans lesquelles, on va y venir, on a des oxydes de graphène. Je ne parle pas des carbones dopés avec différents atomes, hétérostructures, comme l'azote, et ainsi de suite, ou directement des... Je vais plutôt m'intéresser à quelques manips, je dirais, qui sont quand même assez belles et qui donnent des résultats conséquents. Une manip qui, je pense, est certainement une qui a été, je dirais, une récente et des plus spectaculaires, est tout simplement l'utilisation d'un oxyde de titane. Alors vous allez me dire, je vous ai parlé de TiO2. TiO2 est un isolant, Ti4,7 est un conducteur électronique. Ça change tout, vous allez voir. D'où une manip relativement simple. Vous prenez lithium 2S4, le polysulfure, que vous mettez à votre électrolyte, solution jaune. Si vous y mettez maintenant du graphite ou du vulcan, vous voyez qu'en ce cas, la solution reste jaune. Par contre, si j'y mets du Ti4,7, eh bien, elle devient incolore. Cela veut tout simplement dire que Ti4,7 a piégé les polysulfures. Et effectivement, si cela est vrai, on devrait avoir des tenues en cyclage meilleures. Et lorsqu'on regarde les tenues en cyclage, eh bien, on s'aperçoit effectivement que dans ce cas, on a de très bonnes performances avec des résultats récents qui sont plutôt de 5% sur les 500 premiers cycles. Et la question, c'est finalement, pourquoi cela se passe? Eh bien, le mécanisme est indiqué ici, où, qu'est-ce qui se passe? Puisque maintenant, on a un substrat, qui est Ti4,7, qui est métallique, il va pouvoir tout simplement injecter des électrons, et on va pouvoir réduire les polysulfures à la surface du titane. Et vous voyez, on va directement, dès que les polysulfures arrivent, ils vont être directement piégés et réduits en lithium 2S. Ce qui fait que vous n'avez plus du tout, dans ce cas, dans votre électrolyte de polysulfure. Et c'est ça qui a permis d'obtenir de tels résultats. Alors, ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous montrer d'autres exemples dans lesquels où les chercheurs ont joué le même rôle. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'oxyde de graphène, GO. Aussi, on va pouvoir, dans ce cas, utiliser la même approche. On va prendre de l'oxyde de graphène, dans lequel on va tout simplement ensuite aller déposer des particules de soufre par le procédé que je vous ai mentionné avec le tube de sodium. Ensuite, on va faire un chauffage à 150 degrés pour rentrer le soufre dans ces micropores et sortir le soufre de surface. Et on va obtenir directement ces structures indiquées ici. Et là, si vous regardez la tenue en cyclage, on commence quand même à avoir des résultats, je dirais, très intéressants. Et puis maintenant, les chercheurs ont trouvé cette astuce, je dirais, de conduction de surface. Eh bien, ils l'ont appliquée à pas mal à des matériaux qui ont été connus ou étudiés fortement pour des propriétés autres que les capaciteurs ou les batteries. Et vous avez ici, je dirais, la même chose dans laquelle on va prendre des nanotubes
on va les fonctionnaliser maintenant avec des couples carboxyles pour pouvoir aller dessus et capturer, je dirais, des couches de soufre et vous obtenez dans ce cas aussi de bonnes tenues en cyclage. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Et là, on pourrait continuer des exemples pendant longtemps et je vais vous en montrer un ou deux de plus et à la fin, je vais vous montrer finalement qu'est-ce que c'est qui va rationaliser tout ça, quelle est la science derrière toutes ces réactions. Eh bien, un autre exemple provient d'un matériau lamellaire qui va s'exfolier et dans ce cas, on est en train de parler des composés du type Ti2 à LC2. C'est des composés que si on met en milieu HCl ou dans des solvants, je dirais, de constante diélectrique relativement élevée, eh bien vous allez tout simplement les exfolier. Vous avez ces parties qui sont marquées ici. Ensuite, on peut bien sûr charger ces matières exfoliées avec des nanoparticules de soufre et on obtient directement ces composites. Et lorsqu'on regarde ces composites maintenant en cyclage, vous apercevez que maintenant, on a sur cette courbe, je crois, aux alentours de 120 cycles. Et vous voyez que là aussi, il y a encore des pertes faibles. Et une fois de plus, pourquoi cela fonctionne? Eh bien, on aperçoit que lorsqu'on fait ce traitement, on va créer, dans ce cas, des liaisons S, TI, C, avec également des groupes hydroxyles. Ce qui fait que, vous voyez, dans ce cas, le soufre va directement piéger au titane, et comme précédemment, le titane va jouer le rôle de donneur d'électrons pour assurer la réduction des polysulfures en, je dirais, lithium 2S. Et bien sûr, piéger tout simplement les polysulfures. Donc voilà, si vous voulez, ces exemples. Un autre exemple, je dirais, qui a beaucoup de relevance aujourd'hui, est une fois relié à un composé qu'on connaît tous bien, qui est le dioxyde de manganèse MnO2OH. Et là, la même, je dirais, approche, même méthode que je vous ai décrite dans le cas du titane tout à l'heure, on fait une expérience relativement simple. On va prendre le système classique soufre-carbone et on peut suivre, vous voyez, le changement de coloration lorsqu'on va tout simplement décharger ce système. On peut faire la même chose avec le soufre MnO2, avec des nanofeuillets, et vous apercevez qu'il n'y a strictement rien qui change. D'où, là aussi, eh bien, un autre système dans lequel on peut piéger totalement ces polysulfures. Question, que se passe-t-il au niveau fondamental? Eh bien, si on regarde, quand je dis si on regarde, avec des mesures d'XPS, avec beaucoup de mesures, eh bien, ce qui se passe dans ce cas, on s'aperçoit, ou on trouve, qu'il y a la formation d'un thiosulfate qui est via l'oxydation du soufre et la réduction du manganèse plus 4 en manganèse plus 3. Et ensuite, eh bien, il y a une réaction de caténation dans laquelle ce thiosulfate va tout simplement vous donner des polythionates avec un lithium 2S. Bilan final, une fois de plus, ici, vous voyez, on est en train directement, via cette surface, de piéger ces polysulfures pour obtenir, comme on peut le voir ici, ce lithium 2S et par conséquent avoir des composés dans lesquels on n'aura plus tout simplement de polysulfures en solution. Alors la question est, pourquoi cela fonctionne? Et maintenant, est-ce qu'on peut choisir parmi toutes les oxydes qui existent, les oxydes qui seront, je veux dire, adéquats à ce genre de mécanisme? Eh bien, il y a ici un tracé ou un plot qui finalement vous donne tout le résultat. Qu'est-ce que vous regardez ici? En rouge, qui est tout simplement le redox du couple S2-. Et le redox potentiel des oxydes qui sont TiO2, Cu2O, et ainsi de suite, MnO2, CuO, V2O5, NiOH. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout simplement que TiO2, que j'ai déjà mentionné, eh bien, il a ce potentiel en dessous du redox potentiel du couple soufre. D'où par conséquent, il ne marchera pas correctement. Par contre, si vous prenez MnO2, eh bien, dans ce cas, vous allez avoir, comme je vous l'ai mentionné, via la surface, eh bien, une oxydation du soufre en thiosulfate et dans ce cas, réduction du manganèse. Et on a un système qui fonctionne. Et maintenant, si on prend des matériaux avec comme V2O5 ou NiOH, dont les potentiels redox sont trop élevés, eh bien, malheureusement, dans ce cas, vous allez effectivement créer ces thiosulfates, mais l'oxydation sera très forte, que vous allez directement créer des sulfates qui vont être détrimentales à la performance de ces matériaux. Et c'est ainsi qu'on s'aperçoit qu'effectivement, si vous regardez dans ces résultats, vous avez MnO2, je vous ai mentionné auparavant, ou VO2, les matériaux, tous ces oxydes, vont avoir
un comportement, je dirais, acceptable, je dirais même confortable pour ces tenues en cyclage et ainsi de suite. Alors toutes ces interactions, bien sûr, eh bien, on peut maintenant utiliser, du moins du point de vue théorique, des calculs de DFT ont été effectués sur tous ces oxydes, sur tous ces mécanismes d'absorption, de médiation, et ainsi de suite. Vous avez indiqué ici les résultats. Je n'ai pas mis les résultats dans le cas tout simplement du carbone, car je vous avais dit dans ce cas, il n'y a pas d'interaction réelle, c'est plutôt, je dirais, des forces Van der Waals qu'il y a entre le soufre et le carbone, raison pour laquelle, si on fait les calculs, on a des potentiels qui sont inférieurs à 0,5. Mais sinon, vous voyez, les polymères, on a l'énergie de liaison associée à toutes ces différentes substitutions au niveau, je dirais, de la liaison entre ce soufre et le support. Et vous avez ici les meilleurs résultats d'un point de vue théorique sont obtenus avec le cas des métaux organiques framework et également des chalcogènes. Donc tout cela, c'est pour vous donner une idée que l'on peut également rationaliser ces réactions de suite et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, terminer avec la première partie de cet exposé qui était vraiment reliée à cet aspect cathode. Mais cet aspect cathode, comme dans tous les systèmes électrochimiques, n'est pas le seul, qui est tout aussi important, qui est, comme vous le savez maintenant, est l'électrolyte. En effet, que se passe-t-il au niveau des électrolytes? Excusez-moi. Et que devons-nous regarder? Eh bien là aussi, on va avoir, je dirais, des mécanismes qui vont être totalement différents selon que l'on va être dans des électrolytes, je dirais, carbonate et ainsi de suite. Et comme je vous ai mentionné dans le cas de la technologie lithium-air, ce qui va être important, c'est le nombre d'honneurs, comme indiqué ici. Et on va voir un peu quels sont les électrolytes que nous utilisons aujourd'hui. Alors, au niveau des électrolytes, eh bien, dans ce cas, on va utiliser ces éthers, diméthoxyéthane, mélangés généralement avec du dioxalane. On n'utilisera pas des carbonates, car dans le cas des carbonates, il va y avoir une réaction nucléophile des polysulfures qui vont entraîner une dégradation de ces carbonates. On va utiliser comme sel, bon, lithium TFSI, on va travailler dans les sulfones, éthylméthylsulfone ou tréméthylsulfone, comme indiqué ici, et également dans les liquides ioniques, comme on va voir. Alors, au jour d'aujourd'hui, eh bien là aussi, au niveau des électrolytes, je dirais que la meilleure combinaison, la meilleure formulation, ça va être des éthers du type DME, TGDME avec le dioxalane, le sel lithium TF6, avec de nitrate de lithium ou de P2S5 comme additif. Et ce que je vous montrer ici, c'est en quoi ce lithium nitrate va apporter un plus également pour la cyclabilité de ces systèmes, mais on va également trouver des améliorations au niveau des médiateurs redox. Je vous montrerai un très beau travail de Horbach à ce sujet, et également des électrolytes à base non solvants, qui semblent relativement prometteurs pour les futures générations d'électrolytes. Alors voyons tout d'abord ce qu'on a déjà entendu parler, notamment dans le cas du lithium-air, l'effet magique du nitrate de lithium, c'est-à-dire bien pour ce faire, on va regarder des expériences relativement simples et relativement classiques pour comprendre ce qui se passe à l'interface. Vous avez ici tout simplement une anode de lithium qui a été laissée dans l'électrolyte, on verra dans des solvants et ainsi de suite. Et on va faire de la spectroscopie X avec du décapage. Ça veut dire qu'en ce cas, vous avez une surface et on va directement analyser au fur et à mesure qu'on va réduire la surface, c'est-à-dire on va aller en profondeur. Et si on fait ça, eh bien on peut directement voir la répartition des différentes substances à mesure de la profondeur. Vous avez dans ce cas, vous avez du soufre en surface et vous voyez que dans ce cas, j'ai tout simplement des composés à base directement d'azote. Si maintenant je regarde bien sûr, pour différents mélanges de solvants, eh bien, lorsque vous voyez un résultat ici récapitulé, voilà ce qui se passe au lithium dans mon électrolyte, je forme une couche de carbonate. Là, je mets du lithium nitrate dans tout simplement du dioxalane et dimethylsulfone. Je forme dans ce cas directement une couche LiNiO2 qui provient de la réduction LiNiO3 par lithium, qui est, comme vous pouvez voir, très résistante et qui va ne pas être bon pour le cyclage. Si maintenant je n'utilise pas de lithium, eh bien c'est la chose classique où les polysulfures vont aller être réduits à la surface du lithium pour donner cet effet navette. Et finalement, vous avez le dernier cas qui est intéressant, dans lequel on va mettre maintenant le lithium nitrate en présence des polysulfures. Eh bien, si on regarde cela, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit finalement que la couche, la SEI, eh bien, comprend deux parties. La partie inférieure qui est riche en azote, c'est-à-dire dans les produits tout simplement réduits de la réaction de lithium nitrate
les polysulfures, et on a une couche supérieure qui est riche en produits oxydés provenant des polysulfures, c'est-à-dire lithium sulfate et ainsi de suite. Eh bien, c'est cette couche, je dirais, à deux parties, qui va tout simplement permettre, dans ce cas, d'arrêter, de minimiser l'effet de navette dans ces systèmes. Et c'est la raison pour laquelle lithium NO3, comme un additif magique, eh bien, fonctionne dans ces matériaux. De nouveau, comme vous pouvez voir, c'est le concours de deux réactions, je dirais, chimiques de réduction d'oxydation à interface qui, pour le bonheur, va structurer une SEI qui va fonctionner correctement et empêcher tout simplement cette création d'effets navette. Un autre exemple, qui est aussi intéressant, va provenir d'effets médiateurs. Alors ici, il faut que je vous mentionne que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des systèmes soufre-lithium, mais il y aurait également intérêt à utiliser plutôt comme à cathode le produit réduit, c'est-à-dire lithium 2S. Malheureusement, lithium 2S est un isolant, mais il a l'avantage de pouvoir être manipulé à l'air sec. D'où la plupart des chercheurs ont essayé de construire des systèmes de soufre avec Li2S comme électrode positive. Difficulté, vous avez un isolant. D'où, comment recharger un isolant? Eh bien, c'est tout simplement, on va utiliser ce que j'appellerais des médiateurs, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est des espèces chimiques qui vont faire des réactions réversibles, dans lesquelles vous allez avoir une électrooxydation à la surface électrode, une migration dans l'électrode, oxyder l'électrode et un retour à l'électrode de départ. Ce qui fait que vous allez avoir un transfert d'électrons important. Et ça, c'est un travail d'Orbach qui a directement regardé ces différents médiateurs. Alors, comment cela fonctionne? C'est intéressant. Vous travaillez en oxydation, d'où il faut un potentiel. Et si on regarde maintenant les différents médiateurs, c'est tous des métallocènes, mis à part l'iodure lithium. Et si maintenant le potentiel redox lithium 2S, et vous apercevez qu'il y en a deux qui ne fonctionneront pas, parce que tout simplement leur potentiel n'est pas au bon endroit. Par contre, vous regardez dans ce cas le décaméthylférocène, vous avez un potentiel qui est parfait. Et vous avez ici l'iodure lithium. Si maintenant je regarde les courbes électrochimiques, eh bien effectivement, je m'aperçois que le cas il n'y a pas d'additif, bien sûr pas d'amélioration, mais bien sûr tous ces médiateurs ne marchent pas. Et le meilleur médiateur, eh bien, c'est celui qui utilise le décaméthylférocène, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, vous avez tout simplement des capacités de 490 mAh par gramme, avec de bonnes tenues en cyclage, et qui sont 2 à 3 fois supérieures que dans la performance de tel système, sans additifs, sans redox médiateur. D'où, là aussi, c'est vraiment un axe de recherche intéressant pour toutes ces technologies lithium-soufre. Enfin, un autre point qui est intéressant va être l'utilisation de systèmes avec ce qu'on appellerait des non-solvants. Et dans ce cas, on va changer d'électrolyte et on va passer à des électrolytes de type acétonitrile LiTF6. Alors, bien sûr, comme non-solvant, rappelez-vous le nombre d'honneurs, on va prendre acétonitrile qui a un nombre d'honneurs relativement faible. Et là, ce qui est intéressant, on va former un complexe avec lithium TFSI, et vous voyez qu'en ce cas, il ne va plus du tout solvater les polysulfures, comme vous pouvez voir ici, comme les solvants classiques. Et de plus, on va le mélanger avec, dans ce cas, un hydrofluoréther qui est HFE, dont j'ai marqué ici, qui, lui, est un non-solvant. Et on va faire des mélanges 50-50. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a aucune solubilité. Et lorsqu'on fait ça, bien regardez la courbe électrochimique de ce mélange acétonitrile HFE, avec une belle charge et une belle décharge. Si vous comparez avec des systèmes avec le dioxalane et diméthoxyéthène, vous avez ici le redox shuttle. D'où ça aussi, je dirais, c'est une autre direction qui est fortement de nos jours, avec ce que j'appellerais ces non-solvants. Et pour terminer, je dirais, la partie électrolyte, je vous avais mentionné également l'utilisation des liquides ioniques. Bien, ces liquides ioniques, comme vous pouvez voir ici, sont constitués de cations et d'anions. Et vous avez, je dirais, des centaines, des milliers de liquides où, finalement, la solubilité ou la réactivité avec ces polysulfures va dépendre de la nature du cation et de la nature du cation. Et ce que je vous ai porté ici, c'est tout simplement des capacités en fonction de nombre de cycles, avec, regardez tous ces chiffres, ne faites pas attention, différentes sortes de liquides ioniques. Et vous apercevez que si je trace jusqu'à 50 cycles, tous, finalement, ne tiennent pas en cyclage. Et le meilleur d'entre eux, si je peux dire, c'est celui qui est constitué directement de TFSI et de ce cation, qui est un anion quaternaire, qui semble dans ce cas donner les meilleures performances, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez,
ce qui s'est fait au niveau des électrolytes. Et là, vous avez pu voir qu'au niveau des électrolytes, on est aujourd'hui incapable de contrôler, une fois de plus, cette solubilité des polysulfures. On a vu que du niveau de la cathode, eh bien là, on arrive à le maîtriser. Au niveau des électrolytes, eh bien, on a une difficulté. Et c'est là qu'il va arriver, je dirais, une troisième approche que je trouve relativement intéressante et qui va être facile à comprendre parce que c'est une approche imagée. Vous allez voir ce qu'ont fait les chercheurs et ce qu'ils ont essayé d'entreprendre. Cela va me mener tout simplement au troisième concept qui va être directement, maintenant, on va contrôler cette migration physique. Bon, grosso modo, ça peut se comprendre. Vous avez une cathode et une anode, vous avez des ions qui vont directement migrer. Comment les arrêter? Mettre une membrane qui les absorbe. D'où on peut mettre une membrane, soit qui va les bloquer, soit qui va être fonctionnalisée pour directement les piéger, et ainsi de suite. Eh bien, c'est ces différentes approches qui ont été poursuivies par de nombreux laboratoires. La première est une approche relativement simple, c'est-à-dire dans ce cas, eh bien, tout simplement, les chercheurs ont tout simplement utilisé le séparateur polyélectronique classique et ils l'ont fonctionnalisé avec, je dirais, des groupes nafions, des groupes de type SO3-. Et automatiquement, SO3-, charge négative, si vous avez un polysulfure qui est chargé négativement qui arrive, eh bien dans ce cas, il ne va pas passer, il va être repoussé. D'où on va automatiquement, grâce à cette simple méthode, eh bien, améliorer. Quand je dis améliorer, ce n'est pas encore des améliorations drastiques, mais vous voyez quand même l'effet bénéfique de faire cela. Tout ça, c'est une approche suivie. Une deuxième approche, toujours le même concept de bloquer cette migration, est tout simplement, comme vous pouvez voir ici, finalement, d'injecter une membrane de graphite entre les électrodes. Ça veut dire que dans ce cas, vous la mettez du côté électrode de lithium avec ce montage ici, ce qui fait que les polysulfures, eh bien, ils vont migrer, mais ils ne vont pas aller directement être réduits à l'électron négatif, puisqu'ils vont être directement capturés, piégés par tout simplement cette membrane directement de graphite. Et on obtient les courbes indiquées ici, dans lesquelles courbe de cyclage, avec là aussi, vous voyez, des tenues en cyclage quand même relativement correctes. Alors, le bénéfice de tout cela, eh bien, on va voir facilement si on examine la surface des électrodes après cyclage, et là vous avez des électrodes comme si de cycle. Vous regardez ici le feuillet de graphite, vous savez, qui a été mis ici, le feuillet de graphite, et vous trouvez bien sûr les polysulfures qui ont condensé la surface. Maintenant, si vous regardez la surface de lithium, lorsque vous aviez directement cette membrane, la surface de lithium reste, je dirais, lisse, relativement lisse. Par contre, si je cycle maintenant sans ce feuillet, eh bien, comme vous pouvez voir ici, vous avez, je dirais, des cracks. Le lithium s'est complètement détérioré avec du lithium mousse, ainsi de suite, et une forte concentration de polysulfure, de lithium 2S dans ce cas, qui est déposé. D'où, voilà une autre approche. Une dernière approche a été maintenant d'utiliser encore de l'oxyde de graphène comme membrane qu'on va fonctionnaliser avec du fluor. C'est-à-dire qu'en ce cas, par des méthodes comme indiqué ici de fluorination, soit dans l'acide fluorhydrique ou en présence de difluorure de xénon, on va pouvoir directement préparer ces composés avec des groupements fluor, avec différentes concentrations. Et on va construire, dans le même concept, un accumulateur comme indiqué ici. Vous avez ici directement la membrane fluorée qui est directement déposée sur, comme vous pouvez voir ici, de la fibre de verre, et vous avez le soufre et de ce côté le lithium. Et bien, dans ce cas, une fois de plus, ces groupes fluorés vont empêcher, du moins diminuer cette migration. Et ce qu'on voit très bien sur cette courbe, où on s'aperçoit qu'on a également une meilleure relative tenue en cyclage. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement, ou comment peut-on montrer cet effet bénéfique de cette membrane d'oxyde de graphène avec du fluor? Eh bien, on va revenir tout simplement aux techniques de cardiation dont je l'ai mentionné au départ. Tout d'abord, on va tout simplement regarder par la spectrosmétrie UV et visible. Ce que vous regardez ici, rappelez-vous, je suis en train directement de passer de lithium 2 à SE2 à lithium 8 lorsque je décharge. Et bien, dans ce cas, vous apercevez que je passe directement au polysulfure. Ça veut dire qu'en absence de membrane, il y a une migration, une solubilité importante.
Par contre, si j'utilise la membrane, vous pouvez voir qu'ici, eh bien, il faut vraiment que j'arrive en fin de décharge pour observer ces polysulfures. Et on peut également voir les aspects positifs en regardant la surface du lithium. Si je n'ai pas de membrane, puis regardez votre lithium ici est totalement, je dirais, modifié, des cavités, des crevasses. On peut apercevoir directement même le silicium, ça veut dire qu'il a été décomposé. Alors que maintenant, si je prends le cas de membrane, vous apercevez une surface de lithium qui est relativement lisse et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Alors là aussi, on a fait des membranes, on les a fonctionnalisées, mais on peut utiliser une méthode encore plus drastique, c'est-à-dire que maintenant, on va mettre deux compartiments. Et pour cela, eh bien, on arrive, je dirais, à la technique où on a deux compartiments, et maintenant, on met une céramique conductrice, c'est-à-dire des céramiques qui sont vendues commercialement à partir de ces composés de type carbone, où là, directement, eh bien, on va tout simplement séparer, et il n'y aura plus aucune migration d'une électrode à une autre. Et là, si on fait ça, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas, on peut avoir de très bons cyclages. Vous voyez, on est à 350 cycles, et je dirais que, bon, alors dans ce cas, vous voyez que ces courbes sont relativement bruitées, parce que lorsqu'on met cette membrane céramique, eh bien, la conductivité décroît, d'où par conséquent, si on ne contrôle pas la température du cyclage, eh bien, on a tout simplement des changements de capacité, comme indiqué ici. D'où vous pouvez voir ici que j'ai une bonne stabilité sur 30 cycles, j'ai une efficacité coulombique qui est de 99-95%, mais le problème principal, eh bien, c'est que dans ce cas, cette membrane céramique n'a aucune flexibilité. Raison pour laquelle d'autres chercheurs sont passés dans des, je dirais, configurations différentes et ils ont utilisé le polymère. Vous avez ici une batterie, je dirais, soufre-éteint, où à la fois on est passé dans une structure polymère en remplaçant l'électrode de lithium par une électrode d'étain, où vous voyez les différents compartiments. Et dans ce cas, eh bien, on a, je dirais, des performances. Alors ça remonte à les travaux de 2010, d'où à l'époque, ce n'est pas trop ces systèmes. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, les capacités ici sont relativement faibles. Mais les tenues en cyclage sont, je dirais, correctes, mais rien de plus. Et bien sûr, je dirais, la solution idéale qui est en train d'être poursuivie, c'est de passer au tout solide, ou dans ce cas, eh bien, on n'a plus du tout d'électrolyte, où l'électrolyte va être le céramique, et vous avez la configuration indiquée ici. Vous avez l'anode de lithium, alors ce n'est pas une anode de lithium, c'est un travail avec l'alliage lithium-indium, avec une cathode de soufre, et maintenant on va utiliser un électrolyte du type LiPS. Tout cela est monté dans ces cellules de mesure, travaillé soit en température, soit à température ambiante, et on a dans ce cas, vous voyez, des courbes de cyclage qui sont relativement correctes, mais notez ici les densités de courant qui sont relativement faibles. Et vous voyez sur ce qu'on a obtenu au jour d'aujourd'hui dans de tels systèmes. Et là, il y a juste un papier qui est sorti en 2017 qui prétend, sur des systèmes identiques, où les chercheurs ont pu réaliser 1000 cycles avec 10% de perte en capacité, mais ce qui est important, notez, 1,3 mA par centimètre carré à 1,5 mg, on est 7,5 mg, mais ils ont pu réaliser également des électrodes de 9,5 mg. Comme quoi, cette voie, qui vient juste d'être publiée récemment, semble assez prometteuse pour faire des batteries tout solides avec le système au soufre. D'où, voilà, je dirais, presque terminé toute mon histoire, ce que je voulais raconter sur le lithium-soufre, mais, rappelez-vous, dans le cas du lithium-air, vous avez fait toute la partie non aqueuse, et automatiquement, dans le lithium-soufre, on va avoir directement une partie aqueuse, dans laquelle les chercheurs veulent avoir des systèmes bon marché et performants. Et c'est ce qui va nous mener finalement au lithium-soufre, qui va être les systèmes non aqueux, pour la bonne et simple raison que dans ce cas, eh bien, on sait que Li2S est insoluble, comme je vous l'ai montré, je vous l'ai répété, au travers de tous ces transparents d'électrolytes, je dirais, non aqueux. Si vous passez maintenant à l'électrolyte aqueux, eh bien, Li2S se dissout. D'où ça, c'est un avantage, puisqu'on va pouvoir faire, je dirais, des systèmes relativement n'auront pas de problèmes de polysulfure et de navettes, et ainsi de suite. Et les concentrations sont indiquées ici. Mais, lorsqu'on passe en système aqueux, eh bien, il va falloir regarder le potentiel. Et si je regarde le potentiel, ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, dans lequel vous avez le domaine de thermodynamique de stabilité de l'eau, et où est-ce que va se trouver le système au soufre, potentiel 2,5 volts, d'où il va se trouver? Par ici. D'où
il va falloir faire attention qu'on va jouer avec la réduction. Et on va essayer de voir, de s'affranchir de cela. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de travaux relativement intéressants. Vous avez ici une étude qui rapporte effectivement un système, je dirais, mixte, où, dans ce cas, eh bien, on va de lithium 2S4 comme, je dirais, catholyte. Et, dans ce cas, l'astuce, directement, pour modifier le potentiel et, je dirais, s'écarter de cette zone risquée, eh bien, les chercheurs ont introduit directement du lithium OH en quantité 0,2M pour, tout simplement, shifter ce potentiel, avoir une plage au potentiel pour travailler correctement. Et vous voyez ici, vous avez le système, on peut voir l'évolution de la coloration de l'eau, hein, en fonction du taux, je dirais, de polysulfure, et on voit directement que la réaction est parfaitement réversible. Et notez ici la courbe électrochimique qui est tout simplement lisse par rapport au système en milieu non aqueux, avec également ici des polarisations relativement faibles. D'où, là aussi c'est un système intéressant, mais je dirais que la densité d'énergie peut être contrôlée par le maximum de polysulfure en milieu aqueux. Et ce maximum de possibilités eh bien, est 2,3 par, tout simplement, par litre d'eau. Donc voilà, si vous voulez, ces systèmes. Alors un système développé maintenant en utilisant du lithium en système aqueux, le même que je vous ai montré dans le cas du système lithium-air, c'est le système de Steve Visco, où dans ce cas, il a utilisé cette fameuse électrode que j'appelle Protect Lithium Electrode, dans lequel il va tout simplement encapsuler son lithium avec directement, je l'appellerai un joint élastique, plus ensuite tout simplement des céramiques, pour que, bien sûr, il ne voit jamais l'eau, il va tout simplement mettre ça en milieu aqueux. Et là, on peut obtenir les courbes indiquées ici, avec des potentiels de charge de 2,3 volts et de charge de 2,64. Là aussi, on a des polarisations associées à la céramique, la raison pour laquelle bien l'efficacité énergétique n'est que de 4%. Et par contre, vous pouvez voir, on a de très bonnes tenues en cyclage. Alors ensuite, il y a eu quelques dérives, et ces dérives eh bien, vont être encore dans les mêmes astuces qu'on a jouées dans le cas du lithium-ion, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, on va essayer de coupler une électrode de lithium-ion avec une électrode de soufre. C'est-à-dire vous avez tout simplement le diagramme potentiel pH avec les différents matériaux d'électrode. Eh bien, si on peut travailler, dans ce cas, avec le lithium-soufre ici, on va utiliser le soufre comme électrode négative et on va la coupler avec une électrode positive. Et cette électrode positive, en ce cas, qu'on va choisir, bien sûr, est le cas relativement classique, est tout simplement lithium Mn2O4. Et si on fait ça, eh bien, on peut obtenir, dans ce cas, dans un premier temps, on fait ça avec une membrane céramique. Voilà la cellule électrochimique dont on l'utilise, cellule directement à deux compartiments, je dirais Swatch-Locke modifié, et on obtient la courbe de charge-décharge avec une très faible polarisation, puisqu'on est dans des milieux aqueux avec de fortes conductivités ioniques. On obtient aussi des tenues en cyclage qui sont, je dirais, relativement correctes. Mais là aussi, on peut dire encore une difficulté, c'est qu'on est toujours avec l'utilisation de cette céramique qui est coûteuse et qui est cassante. Raison pour laquelle on a poursuivi ce développement et on a tout simplement développé des membranes en nafion pour faire directement ces systèmes couplés. Malheureusement, ces membranes ne tiennent pas plus de 2 ou 300 cycles. Donc voilà, si vous voulez, un peu résumé ce que je voulais raconter sur les technologies lithium-soufre. Pour conclure, eh bien, je dirais que le système lithium-soufre est vieux de 50 ans, mais il est toujours les rares concurrents pouvant dépasser la technologie à ion lithium. Les progrès ces dernières 10 années ont été conséquents. Je vous ai montré de la charge d'électrode, eh bien, on est aujourd'hui capable, je pense, de faire du 7 mA par centimètre carré. La durée de vie, on peut aller au-delà des 500 cycles, peut-être atteindre, mais vraiment 1000 cycles, alors que le lithium-ion, je vous avais dit 2000 cycles. Par contre, je dirais, le cauchemar eh bien, provient de l'électrode où aujourd'hui, on est totalement incapable de réaliser des cellules lithium-soufre avec des quantités d'électrolytes si minimales. On est, je dirais, 2 à 3 fois minimal supérieur. Bien sûr, le rapport électronégatif, là, il y a très peu de travaux qui ont été faits et tout cela reste à faire. Donc voilà, si vous voulez, de gros efforts de mer pour une commercialisation d'ici 10 ou 15 ans maximum. Mais ces progrès eh bien, et ces travaux se portent au niveau de la recherche.
je dois mentionner qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui s'intéressent au système. Je vous ai mis une liste de toutes les compagnies, qui soient directement des utilisateurs, qui soient des fabricants de batteries, et ainsi de suite, qui s'intéressent au système lithium-soufre. Certaines sont des PME, mais vous voyez qu'il y a de l'activité dans ce domaine. Et effectivement, espérons que dans 10 ou 15 ans, on ait finalement un système qui fonctionne. Avec certainement le leader qui a poussé le système, c'est certainement BASF. Donc voilà, si vous voulez, un peu la fin de ce cours sur le lithium-soufre et également la fin de cette série de cours sur les technologies d'accumulateurs. Et je vous avais dit, quand j'ai introduit ce cours, que c'était un domaine en pleine évolution et en pleine révolution. Et bien, vous allez voir que même durant ces 2 ou 3 mois, eh bien, il y a eu encore, et je vais en profiter pour faire voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui évoluent, mais il y a des applications. Le prix, je vous avais mentionné qu'on était aux alentours de 150 € en ce début de cours. Il y a des annonces récentes qui sont passées. Des choses encore plus intéressantes, c'est que la fameuse cellule 1850 est en train d'être modifiée. Tesla vient d'introduire directement la 2170, c'est-à-dire qu'en ce cas, les cellules, les briques, les cellules unitaires, sont directement 21 mm et 700 mm comparées à 18 et 650 sur les 1850. Donc par conséquent, dans ce cas, ils augmentent la densité d'énergie volumique en diminuant le coût. Et enfin, ce qui est vraiment une réalité, vous allez voir aujourd'hui ce que l'on peut faire au niveau électrique. Ça, bon, c'est rien de nouveau, vous pouvez aller sur le site, vous allez trouver directement les performances. Voilà tout simplement, au jour d'aujourd'hui, 400 km d'autonomie. Le 3S, quand il était vendu, eh bien, quand j'ai dit tous les modèles, tous ces points montrent finalement l'utilité de ces véhicules électriques. Et vous apercevez que si sur les batteries qu'il y a au jour d'aujourd'hui, eh bien, ces véhicules peuvent sans aucun problème atteindre les 400 000, 450 000 km en distance cumulée. D'où c'est pour vous montrer que le système, cette technologie fortement, et je pense qu'il va y avoir encore des révolutions dans le futur. Bon, révolution, ils n'ont pas tellement suivi ce cours. Vous pouvez toujours faire des batteries à partir des citrons. Et ici, vous directement, vous avez un citron pour 1275,3 volts. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi le cours. Pour terminer, je vous remercierai de votre attention. Et comme vous avez vu, c'est un domaine excitant. Et le cours l'année prochaine sera encore, je dirais, une suite de celui-ci sur des dispositifs électrochimiques dans laquelle on regardera de façon de plus près les interfaces d'autres dispositifs comme les capteurs, voire également les systèmes de corrosion et ainsi de suite. Sur ce, eh bien, je vais terminer ce cours d'année. Sur vous inviter à écouter le prochain orateur, brillant orateur, qui est directeur général EDF Store and Forecast, et qui va vous dire directement à quoi tous ces accumulateurs servent, et peut-être des notes de lithium-soufre, je ne sais pas. Voilà, merci.